Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques minutes, le temps que d'autres personnes arrivent. Mais merci d'être présent pour ce webinaire à Lima, organisé avec les trois écoles de commerce. Donc, je vais laisser Martin Rabier faire la présentation dès qu'on est prêt d'ici 1 ou 2 minutes. Martin, ça vous va comme ça? Avec plaisir. Ouais. Donc, on doit se donner une minute supplémentaire. On est à 20 participants et on va se donner une minute supplémentaire et on va attaquer. Puis les gens nous rejoindront au fil. Je vais vous proposer de démarrer. Bienvenue à tous les participants. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, bienvenue dans ce webinaire interactif intitulé « Le modèle entrepreneurial d'Alima face à la crise du Covid-19 en Afrique ». Je suis Martin Barbier, directeur d'EDEC-Alumni, et j'ai l'honneur de jouer le rôle de modérateur de ce webinaire. Et avec mes homologues Stéphanie Jossermoz de l'ESSEC et Eva Mola du Jourdain de l'ESCP, que je salue amicalement, nous avons souhaité lancer une initiative conjointe et solidaire pour mobiliser nos réseaux respectifs d'alumni afin de soutenir financièrement l'action remarquable d'une ONG qui nous tient à cœur. Sur une suggestion de Stéphanie, notre choix donc s'est porté sur Alima et l'action concrète d'Alima face au Covid-19 avec son programme Oxygen for Africa. Pour présenter Alima, son modèle entrepreneurial différenciant et les actions concrètes qui pourront être mises en œuvre grâce à votre soutien, nous avons réuni 3 intervenants impliqués très fortement dans Alima. Guillaume Leduc, qui est donc ESCP 2002, cofondateur et directeur du développement d'Alima. Bonjour Guillaume. Bonjour Martin. Stéphane Epin, ESSEC 2002, président d'Alima UK et partenaire chez Astorg. Bienvenue Stéphane. Bonjour Martin. Mathieu Dufour, EDEC 2007, ancien DAF d'Alima et membre du conseil d'administration d'Alima aujourd'hui. Bienvenue à toi Mathieu. Bonjour à tous. Je vous propose pour le déroulé de ce webinaire de le faire en 2 parties de 15 minutes environ, sur la présentation d'abord d'Alima pour la première partie et de son modèle entrepreneurial différenciant, et avec la deuxième partie sur les actions concrètes sur le terrain en Afrique qui nécessitent votre soutien. Chaque partie sera suivie d'une session de questions-réponses pour que ça soit vraiment interactif justement. Et pour alimenter ces questions-réponses, je vous propose de poser vos questions via la section Q&R du Zoom. Donc, il vous suffit en fait, pour faire apparaître le menu de Zoom, de pointer votre pointeur vers le bas de l'écran. Là, il y a un petit menu qui s'affiche et vous avez Q&R qui correspond à questions et réponses. Donc, le mieux, c'est de poster, d'inscrire vos questions à cet endroit-là et également d'en converser si vous le souhaitez. En fait, on a la possibilité à ce moment-là de regrouper les questions et, si c'est nécessaire, de les regrouper par thématique pendant le déroulé des sessions de questions-réponses. Donc, vous n'aurez pas à poser vous-même les questions. Elles seront posées directement par moi aux intervenants. Pendant toute la durée du webinaire, vous pourrez accéder à la page de dons pour Alima. Le lien se trouve déjà dans le chat, donc dans la partie conversée. Et je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Et je m'adresse à Guillaume pour lui demander de nous présenter Alima. Super. Merci beaucoup Martin pour l'introduction et puis merci à tout le monde d'être en ligne. On est vraiment très heureux de pouvoir présenter Alima et vraiment très touché de la part des initiatives des 3 écoles, donc EDEC, ESSEC et ESCP. Ça fait plaisir de voir les communautés se mobiliser quand on en a besoin et c'est très utile sur le terrain. Donc Alima, qu'est-ce que c'est? Alima, ça veut dire l'Alliance pour l'action médicale internationale. C'est une association qui a été créée en 2009, essentiellement par des anciens de Médecins sans frontières. Notre objectif, c'est de transformer la médecine humanitaire à travers l'innovation et une gouvernance inclusive. Donc la raison d'être d'Alima, le métier d'Alima, c'est de fournir des soins médicaux
de qualité dans des zones de forte mortalité. Donc, la mortalité, c'est vraiment notre indicateur numéro 1. En cela, on est vraiment sur une mission de médecine humanitaire. Mais on a deux gros axes stratégiques. Le premier, c'est l'innovation et la recherche. Le second, c'est le partenariat, notamment avec des ONG médicales nationales. Donc, quelques chiffres pour illustrer ça. Alima, donc, ça a été créé en 2009, comme je le disais. Depuis, on a connu vraiment une croissance assez exceptionnelle. Actuellement, on a 2000 employés avant la crise Covid et un budget d'environ 60 millions d'euros. On travaille dans 12 pays et on soigne environ 1,1 million de personnes par an. On a 2000 lits d'hospitalisation et 400 centres de santé qu'on appuie. Donc, chaque jour, très concrètement, on va soigner entre 3000 et 4000 nouveaux patients dans des zones de très forte mortalité. Qu'est-ce que c'est une zone de très forte mortalité? Il y a plusieurs options. Il peut y avoir des zones qui sont affectées par des conflits, par des zones d'extrême pauvreté, donc qui vont avoir des impacts sur le système de santé, malnutrition, paludisme, et tout ce qui est épidémie, donc choléra, Ebola, et là actuellement évidemment coronavirus dont on parlera en deuxième partie ou plus tard. Donc voilà sur le modèle qui différencie Alima et la raison d'être au niveau d'Alima au début. Quand on fait une analyse du secteur un petit peu, on voit il y a 3 constats qu'on a fait. Le premier, c'est qu'il y a 50% des besoins humanitaires qui ne sont pas couverts. Donc, il y a un besoin de créer de nouvelles organisations. Le second, c'est qu'il y a très peu de recherches qui sont faites sur la médecine humanitaire. Il n'y a que 2% des essais cliniques, par exemple, qui ont lieu en Afrique. Donc, il n'y a pas de recherche qui aide à réduire la mortalité. Et le troisième constat, c'est qu'il n'y a que 2% des financements internationaux qui vont vers des ONG médicales nationales, donc qui ne sont pas des grosses ONG. On voulait travailler sur rééquilibrer cela. Donc voilà, je pourrais donner d'autres exemples, un ou deux exemples juste sur la recherche et l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire, et sur le partenariat. Donc sur la recherche et l'innovation, on travaille par exemple sur Ebola. Ebola, vous avez tous vu les différentes personnes qui portaient les grosses combinaisons jaunes. Donc le soignant, le médecin doit mettre une combinaison jaune pour se protéger. Ce n'est pas du tout pratique, c'est vraiment un protocole qui a été développé dans les années 90. Les équipes Alima, face à ça, ont développé un nouvel outil qui s'appelle le Cube, une chambre d'urgence biosécurisée, une tente de 3 mètres sur 3 mètres sur 2, et en fait, qui est en PVC transparent et à l'intérieur desquels le médecin peut passer ses mains à travers la paroi, comme dans une couveuse ou dans une boîte à gants qu'on voit dans le laboratoire. Et donc, ça permet aux médecins d'avoir accès aux patients de manière beaucoup plus simple et aux soignants, aux patients, d'être aussi en proximité avec sa famille. Donc, ça a transformé complètement la prise en charge d'Ebola. C'est vraiment typiquement un exemple qui illustre ce qu'on peut faire de bien à Alima. Et d'ailleurs, Bill Gates nous a remis un prix de Game Changing Innovator l'année dernière pour cette innovation. Sur le côté partenariat, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer de faire travailler beaucoup plus avec des ONG de médecins nigériens, par exemple, ou maliens, qui ont des structures, qui ont envie de participer à l'humanitaire, mais qui n'ont pas accès à toute la plateforme dont on a besoin pour répondre. Et Alima va être une alliance qui va permettre de créer des ponts entre ces associations de médecins, des humanitaires et des instituts de recherche. Donc, c'est vraiment ça le modèle d'alliance d'Alima qui nous différencie et qui nous permet d'être plus efficients, plus innovants et aussi plus intégrés dans les sociétés civiles dans lesquelles on travaille. Donc, voilà une première présentation. Après, peut-être c'est bien de prendre différentes questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent complémenter sur le modèle. Peut-être compléter sur le côté entrepreneurial du modèle d'Alima, Mathieu. Oui, bah c'est un sujet, c'est vrai qu'on y a été impliqué dans l'aventure depuis pas loin du début. On a toujours considéré qu'il y avait beaucoup de passerelles dans la manière de fonctionner et de similarités avec beaucoup de la phase start-up. Au début, c'était quelque chose sur des croissances à 2 chiffres. Il y avait vraiment ces choses. Il y a beaucoup de composantes et de dimensions qu'on peut assimiler à celles que peuvent vivre des entrepreneurs dans l'aventure d'Alima. Et je pense souvent à la temporalité, qui est un élément que je trouve très intéressant. On fait de la réponse aux urgences, on fait de la réponse donc on est sur des cycles assez courts. On parlera du financement tout à l'heure, on est toujours financé sur des durées assez courtes, ce qui nous oblige toujours un petit peu à réinventer ce qu'on fait. On est donc sur des schémas très agiles, de devoir répondre alors pas à des demandes clients et à s'adapter aux clients, mais à s'adapter dans notre modus operandi aux besoins sur les terrains d'intervention. C'est quelque chose d'intéressant. On est sur des programmes qui ne sont pas voués à rester, il faut constamment réinventer. Et c'est là où il y a aussi une autre composante que je trouve
passionnante chez Alima et très, très forte aussi chez Alima, c'est l'identité, c'est la vision qu'on a. Guillaume a parlé de la recherche et du partenariat. Il y a beaucoup de choix qu'on a fait au fur et à mesure de l'année qui ont été des choix déterminants. Je pense par exemple on avait décidé d'installer le siège à Dakar. Donc, Guillaume et moi, par exemple, on avait travaillé en Afrique, au Sénégal, au siège, qui pour une ONG est assez rare finalement. Les ONG sont souvent basées en Europe, sur un modèle assez traditionnel. Et donc là, il y avait cette vision déjà d'être très dans la proximité aussi. Le partenariat, c'est aussi ça, c'est la proximité. Et c'était des choix qu'on voulait assez fort et qui ont forgé très vite l'identité. Ça, c'est des choses qu'on retrouve généralement dans les histoires aussi d'aventure dans le partenariat. Après, moi, le dernier point que je pense, qui est très parlant et que connaissent beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'audace et la prise de risque. Et là, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans toutes les phases du développement d'Alima, de la premier noyau tout petit, à cette organisation qui répond dans 12 pays, je crois, aujourd'hui, une capacité à prendre des risques de manière permanente, des risques très élevés, avec une grande audace, que ce soit quand on se lance en Centrafrique en 2013, dans un pays en guerre, finalement on arrive avec des sacs à dos dans le pays, du jour au moment, et on y est encore 7 ans après, ou quand on décide d'intervenir sur la crise d'Ebola en 2014-2015, alors qu'on n'a pas forcément une expertise sur ce sujet-là, mais qu'on y va parce que c'est notre raison d'être, et qu'on est prêt à remettre en question tout ce qu'on a construit par ailleurs. C'est des choix qui payent aussi. Et je pense que cette notion de risque, elle est très, très importante et elle définit énormément de ce qu'on fait. Oui, Mathieu. Sur le côté entrepreneurial, c'est vrai qu'il y a énormément de parallèles. Nous, on le fait souvent et c'est vrai qu'on a des formations. Nous, pour gérer, vous imaginez 2000 employés et un budget de 60 millions d'euros. Il faut cette combinaison entre la prise de risque et la capacité de gestion. Nous, on va avoir les mêmes fonctions dans une ONG que dans une entreprise. Un directeur financier, donc ça a été Mathieu pendant longtemps, des RH, directeur des opérations, avec des process, des métiers, des capacités à recruter. Mais c'est vrai que dans l'humanitaire, il y a énormément de changements. Et donc, il y a une agilité qui est quasiment inhérente à la nature du métier. Les équipes médias doivent pouvoir changer. S'il y a un conflit, il faut bouger les équipes en 24 heures. Ou s'il y a une épidémie qui survient en plus. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN d'Alima. Donc agilité, audace, prise de risque, mais aussi prise en compte du fait qu'il faut du financement pour tout ça. Et justement, comment se finance Alima? Stéphane, tu peux nous éclairer là-dessus? Aujourd'hui, Alima se finance essentiellement par ce qu'on appelle des fonds gérés. Et c'est aussi pour ça qu'on prend le temps de vous présenter Alima aujourd'hui. C'est parce que Alima, comme l'ont dit Guillaume et Mathieu, c'est la start-up qui réussit dans le monde de l'humanitaire. Aujourd'hui, Alima a eu des budgets humanitaires gérés en croissance depuis 10 ans. Il n'y a pas eu une seule année où Alima n'a pas grossi, n'a pas rajouté du personnel humanitaire, n'a pas ouvert de nouveaux pays, n'a pas ouvert de nouveaux projets médicaux. Donc, en fait, c'est la start-up du métier qui réussit. Chaque année, ça croît. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de les rejoindre pro bono. C'est parce que j'étais heureux de rejoindre une aventure dont je voyais le succès. Mais aujourd'hui, Alima se finance par ce qu'on appelle des fonds gérés, c'est-à-dire qu'ils gèrent des budgets humanitaires qui sont en provenance soit de grands bailleurs internationaux comme l'Union européenne, par exemple, soit d'initiatives plus ou moins privées comme la Fondation Bill Gates. Mais tous ces fonds sont des fonds qui, par nature et par droit, doivent aller à 93% sur le terrain. C'est-à-dire qu'Alima, en tant qu'organisation, pour ne pas dire entreprise, Alima ne peut garder que 7% des budgets humanitaires gérés pour financer sa structure. Et la structure, c'est très important dans l'humanitaire parce que ça recouvre le siège, ça recouvre les fonctions de gestion, ça recouvre les fonctions de fundraising et ça recouvre, et ce qui est très important chez Alima, ça recouvre les fonctions de couverture et de recherche médicale. Donc en fait, en ne pouvant, entre guillemets, mettre de côté 7% des budgets humanitaires confiés, Alima en fait, doit pouvoir aujourd'hui passer un cap de croissance. Et c'est pour ça qu'on veut développer des initiatives de dons
pour donner une troisième jambe d'autonomie financière à Lima. Les dons privés, donc les dons que vous et moi qui suivons ce webinaire aujourd'hui pouvons participer pour pouvoir donner à Lima une autonomie financière. Alors cette autonomie financière, elle va, en gros, elle va servir 3 buts. Le premier, c'est la recherche médicale, donc c'est ce qu'on appelle le fonds de recherche, c'est de pouvoir lever des fonds qui vont être utilisés à développer de nouveaux traitements médicaux ou de financer des programmes de recherche pour trouver de nouveaux traitements et des traitements plus efficaces contre les maladies ou les problématiques qu'Alima traite sur le terrain. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est ce qu'on appelle le fonds d'urgence. Aujourd'hui, en fait, Alima, puisque l'organisation est sur le terrain au jour le jour, a connaissance des risques, des problèmes, des dangers ou des épidémies qui arrivent et peut décider de traiter ces problèmes plus rapidement que la décision de financement qui vient des bailleurs internationaux. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire débloquer des fonds avant que l'argent arrive sur notre compte en banque. Et pour ça, en fait, il faut créer une réserve d'autonomie financière, c'est ce qu'on appelle le fonds d'urgence. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on veut abonder avec les dons des particuliers auxquels nous faisons appel aujourd'hui. Et le troisième fonds, c'est un fonds de formation. Comme on l'a rappelé, Alima, c'est une ONG, mais c'est aussi une entreprise. Donc, elle a besoin d'un personnel compétent. Donc ça veut dire très concrètement donner des formations aux cadres d'Alima pour pouvoir leur permettre de grandir avec l'organisation. Vous avez vu que Alima, c'est une organisation qui réussit et qui croît très vite. Et donc, il y a besoin de cadres compétents pour accompagner cette croissance et permettre à Alima d'atteindre ses objectifs ambitieux. Merci Stéphane. Et on comprend bien comment effectivement les dons privés peuvent donner plus de souffle et de force à l'action d'Alima. J'ai une première question là, qui vient d'Adrien et qui demande finalement comment l'action d'Alima est organisée sur le plan local avec les pouvoirs locaux et comment on mesure l'impact d'Alima. Guillaume, peut-être? Ouais, donc c'est une bonne question, effectivement. Donc nous, sur les terrains, à chaque fois, donc, on doit s'articuler avec les différents pouvoirs locaux. Donc typiquement, si je prends par exemple l'exemple de mission d'évaluation, on va arriver au Niger parce qu'on a eu des alertes de nos collègues sur place. On va effectivement devoir discuter avec les différentes autorités. Donc en général, nous, on a un protocole d'accord avec le ministère de la Santé au niveau national. Souvent, on doit être enregistré aussi. Donc là, ça va être plutôt avec le ministère de l'Intérieur comme association pour pouvoir opérer. Et après, au niveau local, au niveau régional, départemental, on va être en lien avec les autorités régionales de la santé, donc la direction régionale de la santé publique, le directeur de l'hôpital, les directeurs des différentes zones, et après les autorités aussi qui peuvent être militaires, politiques ou autres. Donc c'est essentiel d'être en contact avec eux, tout en gardant toujours une indépendance. Donc dans l'humanitaire, on garde dans nos principes 3 principes fondamentaux qui sont l'indépendance, l'impartialité et la neutralité. Là, on vient vraiment de l'école Médecins sans frontières, le comité international de la Croix-Rouge, de garder une aide humanitaire qui respecte ces principes-là, ce qui nous permet de montrer qu'on ne travaille pas pour un gouvernement, on ne travaille pas pour une autorité particulière, et on va fournir des soins qui respectent la charte Alima. Donc vous pouvez la consulter sur le site, hein, mais ça veut dire qu'on va donner des soins sans aucune discrimination. Si je peux… Pardon. Vas-y Mathieu. Non, mais c'est parce qu'il y avait aussi la question sur la mesure de l'impact, qui est une question essentielle. Je dirais, moi j'ai toujours coutume de dire que c'est très gratifiant de travailler dans la médecine d'urgence parce que c'est très facilement quantifiable. En fait, quand on arrive sur une zone d'urgence, on a établi qu'il y avait au-delà des seuils de malnutrition aiguë sévère, par exemple. Concrètement, on sait qu'on va arriver, on va avoir des mesures très claires de l'état de la population à l'instant T, et on sait qu'en mettant en place les structures et en suivant nos protocoles, au bout d'un moment, on va pouvoir dire voilà, maintenant on a redescendu les stats et on peut sortir. Il y a quelque chose de très tangible, très mesurable. Quand on prend un enfant malnutri, on sait combien de temps il faut pour le sortir de cet état de malnutrition. Pareil, quand on intervient sur du paludisme, quand on va faire une vaccination de rougeole, on quantifie tout ça très bien. Alors, il y a tout un vrai sujet qui est là, du ressort de nos collègues médicaux sur la qualité et les plateaux techniques, etc. Mais voilà, la mesure d'impact, elle est très gratifiante. Ce qui
trouve aussi assez gratifiant pour des donateurs, puisqu'on peut mesurer relativement facilement à quoi on contribue, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres domaines très importants, comme le développement, où on est sur des impacts plus longs et moins concrets. Merci. J'ai une autre question d'Edouard qui demande comment apporter son aide. Il dit qu'il a quelques jours disponibles par semaine, mais peut-être on peut la garder parce que je vous propose de passer aux actions concrètes d'Alima. Et on reviendra sur ta question, Edouard, on l'oublie pas, hein, sur justement comment concrètement pouvoir apporter son aide au-delà de donner de l'argent, faire un don, c'est comment apporter de son temps ou de ses compétences pour aider l'action d'Alima. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie. Donc, c'est Alima vraiment face au Covid. Et ce qu'on aimerait comprendre maintenant, c'est quelle est la situation réelle en Afrique. Est-ce qu'elle est grave? Est-ce qu'elle est moins grave qu'ailleurs? Est-ce qu'elle est plus grave qu'ailleurs? Comment elle évolue? Et donc, voilà, du concret sur l'évolution de l'épidémie. Oui, tout à fait. Donc, pour commencer, effectivement, donc on a cette situation complètement exceptionnelle. Ce qu'on voit, nous, c'est que cette épidémie, donc on l'a su depuis le tout début, vu qu'on fait partie des groupes de l'OMS sur le suivi des épidémies au niveau mondial. Donc, il y a différents groupes, le GOARM, notamment le groupe mondial d'alerte et de suivi des épidémies. Et aussi, on avait été contacté pour qu'on partage notre expérience de gestion d'épidémies dans différentes zones. Donc, on suit ça depuis tout début janvier. Nous, notre stratégie est vraiment basée sur deux piliers. Premièrement, c'est pouvoir protéger nos programmes existants. 2000 employés qui travaillent dans des hôpitaux, comme je disais, ça fait environ 35 projets. Donc, il faut pouvoir protéger, sécuriser. Excusez-moi, pardon, parfois on ne m'entend pas très bien. C'est mieux comme ça. Donc, on doit pouvoir sécuriser nos projets, protéger nos projets. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'équipement, revoir les protocoles de protection de nos staffs, qu'ils aient des masques, des gants, voir tout ça. Le deuxième pilier, c'est de la réponse spécifique au coronavirus. Et donc là, Alima s'est focalisé sur 6 pays prioritaires pour nous en termes de risque. Et où là, on prévoit de monter, d'installer des lits pour appuyer les gouvernements pour la prise en charge. Donc là, l'ambition d'Alima, c'est de monter 1000 lits d'hospitalisation sur ce coronavirus dans 6 pays, qui sont donc le Burkina Faso, le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée et la RDC. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à lancer fin février, début mars. Et donc, on a lancé cette campagne, d'ailleurs, Oxygen for Africa, dans cette ligne-là, pour nous aider à équiper ces hôpitaux, vu qu'un des besoins prioritaires pour les patients atteints de coronavirus, c'est d'avoir de l'oxygénothérapie, d'où ce besoin d'acheter des concentrateurs d'oxygène pour nos équipes sur le terrain. Alors après, si on veut parler concrètement, cette réponse-là, ça veut dire installer des lits en partenariat avec les ministères de la Santé dans différents pays. Le gros souci qu'on a, parce que je ne sais pas si c'est une question aussi sur la réponse en Afrique actuellement, donc si je vous donne quelques stats tout de suite, c'est on a environ 66 000 cas, donc ça c'est les stats il y a 5 jours, donc on va tout une semaine. 66 000 cas sur tout le continent et 2300 décès. Alors, on a vu dans la presse pas mal de choses qui disaient que l'Afrique se protégeait bien et évoluait bien. C'est vrai qu'il y a effectivement plusieurs effets là-dedans. Nous, notre analyse, c'est que premièrement, il y a quand même une accélération. Donc, quand on voit, il y a une augmentation de 50% du nombre de cas chaque semaine. Donc, la tendance est quand même à la hausse et c'est beaucoup trop tôt pour créer victoire, même si on aimerait bien que ça ne touche pas l'Afrique. Ce serait pas très rationnel de se dire que le risque est écarté. Et évidemment, on sait qu'il y a une très faible capacité de test là-dessus. On sait qu'on fonctionne vraiment à l'aveugle actuellement. Il y a énormément de zones où c'est impossible de tester. Je donne un exemple à Kinshasa, en République démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul endroit où on peut faire un test, c'est à Kinshasa. Donc, quand on connaît les contraintes logistiques de la RDC, on imagine bien que c'est très compliqué d'acheminer un test de 3000 km, 2000 km à distance, vu la taille du Congo, mais parfois plus, pour Kinshasa. Voilà un peu pour
premier élément de réponse. Vous me dites s'il faut compléter. Si je peux compléter, je crois qu'il y a plein de freins à l'obtention de l'accès à une information complète. Hein. Tu as parlé de la capacité de déplacement, il y a aussi des pratiques sociales. Il y a les personnes âgées vont moins aller à l'hôpital. Enfin, il y a quand même plein de choses qui nous permettent de douter de l'exhaustivité de l'info, mais aussi simplement, comme tu l'as dit, l'épidémie arrive plus tard. Quoi. Ça, c'est clair. Et après, je pense qu'au-delà de ça, vraiment, il ne faut pas se tromper de débat parce que la situation en Afrique, ce n'est pas seulement la situation du Covid en Afrique, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. On est quand même déjà de base sur des besoins qui sont énormes et non couverts en partie. Donc, c'est là où on intervient. Ce que le Covid va faire, même si, et on espère que ce sera le cas, l'impact direct est faible, ce que le Covid va faire, c'est que ça va détériorer une situation qui est déjà très, très catastrophique, quoi, et de manière assez importante, et notamment sur la désorganisation de l'aide. 3 exemples. Hein. Il y a une petite structure que tu as mentionnée qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé qui a dit qu'on estime déjà à 130 millions d'enfants qui ne vont pas être vaccinés contre la rougeole cette année à cause du Covid. On ne peut plus faire de vaccination de masse, par exemple. On ne peut plus rassembler des gens ensemble et vacciner. 130 millions d'enfants non vaccinés, c'est autant d'enfants potentiellement derrière qui vont être exposés à la rougeole, ce qui est dramatique. C'est une des principales sources de morbidité et de mortalité. On a énormément de stats. Le programme alimentaire mondial estime que le nombre de victimes de malnutrition sévère va doubler cette année par rapport aux années précédentes. Donc voilà, c'est des exemples. Donc on est quand même dans… Il ne faudrait pas que le débat soit est-ce que le Covid est réellement présent en Afrique. Enfin, indéniablement, les effets sont là. C'est pour ça que nous, Alima décide d'amplifier sa réponse parce que ce soit sur le traitement, la prise en charge Covid à court terme ou sur le maintien de ces programmes réguliers, il y a une nécessité à agir vite et de manière très, très forte. Voilà. Justement, quels sont vos besoins à court terme, à la fois en termes de besoins financiers de fonds privés et éventuellement des besoins RH? Et ça correspond d'ailleurs, ça fait écho à 2 questions. Celle que j'ai citée tout à l'heure avec Edouard qui disait que j'ai un peu de temps. Et il y a Arona qui précise qu'elle voudrait mettre ses compétences à disposition et potentiellement être un agent permanent de l'ONG. Alors, ça ne précise pas si c'est localement, ça peut l'être. Donc, quels sont vos besoins financiers et en termes de RH? Parce que vous recrutez du monde. Ok, je peux juste répondre. Il y a une question dans le chat aussi de Anouk. Comme ça, c'est fini. C'est sur les critères pour choisir les 6 pays opérationnels. Et puis après, on passe aux besoins RH et autres. Effectivement, c'est une très bonne question. Nous, c'était des pays où on était déjà présents. C'était un de nos critères parce qu'on avait déjà une connaissance du pays. Des pays où il y a déjà des crises humanitaires. Donc, par définition, si on est déjà présent, c'est déjà des pays assez vulnérables. Ce qui est le cas, par exemple, du nord du Nigeria, où il y a un conflit avec Boko Haram, avec des millions de personnes qui sont déplacées internes, avec beaucoup de malnutrition, beaucoup de problèmes épidémiques. C'était aussi des critères c'était des pays qui étaient plus exposés que d'autres selon les expositions internationales initiales. Et qui avaient aussi des problématiques. On anticipait des problématiques pour les systèmes de santé pour répondre. Donc là, si on regarde, il y a par exemple beaucoup de besoins, beaucoup de cas en Afrique du Sud ou dans d'autres pays, dans certains pays d'Afrique du Nord. Il faut savoir qu'en Afrique, il va y avoir une énorme diversité entre les épidémies. Il va y avoir plein d'épidémies différentes. L'épidémie en Guinée va être très différente de l'épidémie au Sénégal. De la même manière, il y a une très grande diversité en Europe. Il n'y a presque pas de cas en Grèce. Alors qu'en Italie, il y a eu énormément de cas dans le nord. Et en France, c'est pareil, on voit beaucoup de cas dans le quart nord-est de France et très peu de cas à l'ouest. Donc, il va falloir à chaque fois lire de manière précise les besoins sur ces chapitres. Voilà les critères très rapidement de choix. Sur les autres questions, du coup, sur nos besoins. Oui, c'est sur les besoins financiers et en termes de RH. Alors, sur les besoins financiers, nous, en urgence, on a d'importants besoins. Et là, on va avoir des besoins. C'est pour ça qu'on a créé ce fonds d'urgence dont parlait Stéphane.
Nous, on a des besoins pour financer les réponses rapides hors de ce qui est bailleur institutionnel. Et ce qui est assez intéressant dans notre modèle, c'est que vu qu'on finance uniquement les gaps, on va avoir un effet de levier qu'on estime à environ à 10. Alors ça, je pense que des gens comme Stéphane qui travaille chez Astorg en finance, ça tout de suite, ça leur parle et Stéphane pourra rebondir là-dessus. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que nous, quand on va dépenser, par exemple, très concrètement sur l'évaluation, par exemple, pour aller ouvrir un projet au nord du Burkina sur le coronavirus, on va faire une évaluation. Donc cette évaluation, il faut 3-4 personnes qui vont partir 2-3 semaines faire une évaluation, ce qu'on appelle une mission Explo, et ça va nous coûter par exemple 50 000 €, mais il faut pouvoir avancer cet argent-là, commencer les premiers appuis aux hôpitaux pour pouvoir là réorganiser le triage, mettre en place les premières mesures de sécurité, et après on va faire une proposition, par exemple à la Commission européenne, qui va nous dire bah là, ok, on peut vous financer de 500 000 €. Mais avec ces 50 000 €, en moyenne, on va pouvoir lever nous 500 000 €. D'où l'effet de levier de 10. C'est la même chose sur les autres fonds. Sur les fonds de recherche, en général, on va faire la première phase, c'est-à-dire de proof of concept ou de phase pilote du projet de recherche. Et une fois qu'on a ça, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les fonds d'investissement, de trouver d'autres bailleurs institutionnels. Donc, c'est ça qui est intéressant sur nos fonds. Donc, nos fonds nous permettent de répondre plus rapidement et de soigner plus de monde. Là, concrètement, avec 1 000 €, nous, on peut acheter un concentrateur d'oxygène. Un concentrateur d'oxygène, c'est essentiel pour sauver des gens sous terre. Et en plus, les dons sont défiscalisés. Donc, par exemple, quelqu'un qui donne 1 000 €, s'il paye l'impôt sur le revenu, ça va lui revenir qu'à 250 €. Par exemple. Donc voilà sur les besoins financiers. Tu veux faire les besoins RH, Mathieu, ou Stéphane, tu veux? Oui, non, juste pour compléter, hein, ce que tu dis sur les besoins financiers, c'est exactement ça. Tu parlais de la mission Explo. C'est vrai qu'il y a tout ce côté, ce que les bailleurs de fonds ne financent pas. Et ce qui est intéressant vraiment, hein, pour insister là-dessus, c'est que c'est en général des petites choses, quoi, des équipements, certaines formations, des choses dont on a réellement besoin, qui ont une plus-value opérationnelle indispensable. On ne peut pas se passer, mais il nous faut des fonds propres pour le faire. Effectivement, ces petites choses font la différence. On parle d'effet de levier. Donc là, ouais, on a besoin de 1000 concentrateurs d'oxygène pour 1000 lits. Ouais, globalement, les besoins, ils sont grands. Après, un concentrateur d'oxygène, c'est une victoire. Après, voilà, on est 30, on peut diviser en 30. Hein, je pense que ça peut aller vite. Bon, sur les besoins RH, je crois que oui, il y a des besoins. Alors, on est constamment à la recherche de talents, ça c'est certain. Donc, il y a une page d'accueil sur le site pour pouvoir postuler, déposer des dossiers. On a des équipes qui traitent toutes les demandes. Il y a plusieurs formules, hein, des contrats locaux sur les terrains d'intervention. On envoie des expatriés avec des formules de volontariat de solidarité internationale parfois, avec des contrats locaux. Sur les interventions Covid, oui, c'est certain. Alors que ce soit des staffs médicaux, paramédicaux ou sur des fonctions support en logistique ou en administration, je crois qu'effectivement, je vous invite à regarder directement sur le site d'Alima, parce qu'il y a une rubrique travailler avec nous. Je crois que c'est la manière la plus simple d'avoir directement ça. Guillaume, tu me corriges. Non, totalement, c'est ça. Et actuellement, on a recruté environ une centaine de personnes internationales et environ 1000 personnes pour la réponse au coronavirus. Donc là, il va y avoir des postes de coordinateur de projet où en général, il faut une expérience terrain. Ça, c'est sûr, mais c'est des bons profils pour ce qu'on appelle, nous, des non-médicaux. Hein, donc, comme nous tous autour de ce panel. Mais on a besoin, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens d'écoles de commerce qui rejoignent, hein, de gens qui savent organiser des projets, qui savent les gérer, qui savent répondre. Donc, il y a aussi des postes d'administrateurs, de responsables administratifs et financiers. Mathieu, toi, tu as occupé ce poste à nombreuses reprises à différents échelons. Peut-être tu peux expliquer un tout petit peu, vu qu'on a un petit peu de temps. Moi, qu'est-ce que ça implique J'ai commencé exactement comme admin terrain il y a 10 ans après le tremblement de terre à Haïti. Donc, il y avait un hôpital qui avait été monté sous tente, 4500 mètres carrés de tente, c'était un truc énorme, en réponse dans un premier temps, toutes les fractures liées à l'effondrement des maisons, etc. Donc, on a vu les services de l'hôpital se monter. Donc, ça impliquait l'administrateur recrute tous les staffs, pareil, médicaux, paramédicaux, et organise les rosters. Voilà, c'est de la gestion de ressources humaines et de la finance directe sur le terrain. Ce qui est très chouette, c'est qu'on est complètement impliqué dans les opérations et au quotidien, on vit dans un hôpital. C'est une expérience assez unique quand on vient d'une école de commerce et qu'on a un parcours
traditionnellement d'entreprise. Là, on se retrouve littéralement les pieds dans la boue, puisque quand il pleuvait, on avait les pieds dans la boue. Donc, c'est des expériences assez extraordinaires, même humainement et professionnellement, puisque c'est des choses, encore une fois, pour moi, sur la capacité à prendre des risques, prendre des décisions en urgence et comprendre ce que c'est réellement qu'un service support à une opération, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Ouais. J'invite à vivre cette expérience unique. Bien. Et il serait bien de peut-être mettre dans le chat le lien justement sur comment postuler auprès d'Alima. Ça aidera ceux qui le souhaitent à prendre contact. Stéphane, je sais que toi, tu es très impliqué dans Alima, mais tu es aussi donateur. Tu vas peut-être nous aider à comprendre finalement pourquoi et ce qui te motive par rapport à ça. Et ça permettra aussi de développer une question qui vient de Benjamin et qui est finalement, il considère que Alima souffre d'un déficit de notoriété aujourd'hui auprès du grand public. Et quelles sont les campagnes de com qui peuvent être faites pour justement donner davantage de visibilité et déclencher davantage de dons autour de ça. Donc, ton cas personnel et puis cette logique de com pour monter en visibilité. Ouais. Alors, mon cas personnel, je pense qu'il est assez classique. Moi, j'ai fait une école de commerce. Je travaille dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la finance, enfin dans le business d'une manière générale. J'avais quelques heures perdues pour mes week-ends et puis je cherchais un projet à soutenir. Soutenir en argent et un petit peu en temps aussi, parce que quand on fait un don à une organisation, premièrement, on préfère que ça marche et puis on a envie que ce soit un projet qui vous tienne à cœur. Et moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de m'impliquer avec Alima, c'est deux choses très importantes. La première, c'est que c'est une organisation parfaitement gérée et deuxièmement, que ça change la donne. Alors, pourquoi est-ce que c'est une organisation parfaitement gérée? C'est que déjà, moi, quand je travaille avec Guillaume, avec Mathieu, avec tous les cadres d'Alima, j'ai l'impression d'être dans le monde d'une entreprise très bien gérée. C'est-à-dire que comme vous avez pu entendre Guillaume, on ne dit pas on va développer un plan Covid parce qu'il y a du Covid au Tchad. On va dire, dans telle région du Tchad, il y a 100 cas détectés. Au-dessus de 150, ça déclenche une intervention, un besoin d'équipement, un envoi de personnel. Donc, on n'est pas du tout dans le monde incantatoire, on est dans le monde de la gestion. Tous les indicateurs d'Alima sont des indicateurs chiffrés. La raison pour laquelle les bailleurs de fonds d'Alima leur confient des budgets humanitaires en croissance chaque année, c'est parce qu'ils sont satisfaits de l'impact, mais satisfaits du reporting sur l'impact. Donc, tout ce que fait Alima est documenté, mesuré, et encore une fois, on est dans le monde d'une entreprise bien gérée. Donc, tous autant qu'on est autour de ce webinaire aujourd'hui, en fait, on a l'habitude du monde de l'entreprise, on a l'habitude des startups qui sont bien gérées. Alima, c'est une startup bien gérée, c'est une startup qui réussit, c'est une startup qui a des process professionnels. D'ailleurs, parfois, moi, je m'en inspire pour les entreprises avec lesquelles je travaille. Donc, on est dans un monde extrêmement professionnel, extrêmement bien géré. Tout est chiffré, tout est mesuré, tout est reporté. Donc, juste à titre personnel, quand je fais des checks avec Alima tous les 2 mois ou tous les 6 mois, c'est juste satisfaisant de voir que 2 mois après, ce qui a été dit a été fait, ce qui a été fait a été dit, et qu'en général, ce qui a été fait était mieux que ce qui avait été dit. Donc, déjà, je trouve que c'est une organisation extrêmement bien gérée qui réussit. Donc ça, c'est la première chose. On a tous envie de s'impliquer avec des boîtes qui réussissent. Alima, c'est une boîte qui réussit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça change la donne. Moi, comme tout le monde, j'aurais pu faire un chèque à MSF ou un chèque à Action contre la faim ou un chèque à Médecins du Monde. Et d'ailleurs, Mathieu et Guillaume sont des donateurs de ces ONG. Alors moi, ça me dépasse. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un chèque à Alima plutôt qu'aux autres? C'est parce que c'est un peu comme investir dans une startup par rapport à acheter des actions du CAC 40. Quand j'investis dans Alima, j'ai un impact et je soutiens une organisation qui change la donne par rapport à ces grosses écuries. Aujourd'hui, Médecins sans frontières, typiquement, c'est une très belle organisation internationale, très grosse organisation qui travaille en coopération avec Alima d'ailleurs, mais ils ont les inconvénients de leur taille. Alors que Alima, c'est une organisation plus réactive, avec des gens extrêmement impliqués
Et le cœur même, la raison même de la création d'Alima, c'est l'innovation et c'est changer les pratiques en humanitaire. Et donc, le changement des pratiques, c'est ce que Guillaume a expliqué tout à l'heure, c'est deux choses principales. La première, c'est ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire travailler avec des professionnels de l'humanitaire africains en Afrique, c'est-à-dire des gens qui ont une très très bonne formation médicale. Et donc, du coup, en gros, ça évite d'envoyer des médecins blancs du 17e en rotation quand il y a déjà des médecins locaux qui sont extrêmement compétents. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est faire le lien entre le monde de la recherche médicale et le monde de l'humanitaire. Aujourd'hui, en fait, il y a des tas de traitements médicaux qui existent au sein des laboratoires, au sein des hôpitaux, et le lien avec les besoins en terrain du monde humanitaire n'est pas toujours bien fait. Et c'est ce qu'Alima et les fondateurs d'Alima ont identifié à l'origine de la création de l'ONG, et c'est ce qu'ils ont décidé de réparer. Donc, si on prend l'exemple d'Ebola, dont Guillaume parlait tout à l'heure, le traitement qui finalement a été utilisé contre Ebola pendant l'épidémie de 2015, le traitement, en fait, il existait. C'était un traitement contre la rougeole qui existait à l'INSERM. Sauf que les chercheurs de l'INSERM, ils ne sont pas forcément en contact avec les gens de l'humanitaire. Et en fait, le lien que développe Alima, c'est le fait de travailler en collaboration avec ces chercheurs et pouvoir accélérer l'identification et le déploiement des meilleurs traitements sur le terrain. Et donc, voilà, au final, pourquoi est-ce que j'ai choisi de m'impliquer avec Alima? Juste, ça va plus vite. Je ne vais pas dire que c'est mieux fait parce que Guillaume aime beaucoup MSF, mais en tous les cas, ça change la donne, ça change la manière de faire. Et donc, Alima, c'est le trublion de l'humanitaire et c'est un trublion qui réussit. Je connaissais le trublion du goût, mais je ne connaissais pas le l'humanitaire. Bravo. Tu as répondu en fait à la question. Tu as répondu à une autre question qui était celle d'un spectateur anonyme. Oui. Mais il y avait une question sur la notoriété en fait d'Alima. Comment est-ce que vous travaillez justement à gagner en notoriété? C'est une excellente question. Et c'est là tout le. Moi, personnellement, c'est ce qui me frustre, c'est que je veux aider Guillaume. C'est qu'à Lima, ils font des choses exceptionnelles, mais ils dépensent tout leur argent sur le terrain. C'est exactement les fonds fléchés dont je parlais tout à l'heure. Ils gardent rien pour eux. Ils gardent rien pour eux parce que tout l'essentiel des budgets qu'ils gèrent aujourd'hui sont des budgets humanitaires et ils envoient tout sur le terrain. Or, c'est l'effet de levier dont parlait Guillaume tout à l'heure. Il y a peu de choses à faire aujourd'hui pour augmenter la notoriété d'Alima, mais il faut le faire. Sauf que chez Alima aujourd'hui, on n'a pas les moyens financiers pour développer un petit peu de communication, un petit peu de fundraising, un petit peu d'événementiel pour construire la notoriété d'Alima et in fine l'autonomie financière d'Alima. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait ces webinars, c'est pour ça qu'on fait des pitchs dans le monde du business avec Guillaume. C'est pour c'est pour initier en fait la donation de personnes privées. Donc vous tous qui êtes sur ce webinar aujourd'hui, parce qu'en donnant en fait des fonds qui ne sont pas des fonds fléchés, on peut les investir dans la structure d'Alima et donc on peut développer la communication, on peut augmenter la notoriété. Et donc, à terme, on peut construire l'autonomie financière d'Alima. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, il y a très peu de choses à faire. Aujourd'hui, on est 50 sur le webinar. On donne tous 20 €, ça fait 1 000 €. Alors, Guillaume va vouloir acheter avec 1 000 € le respirateur dont il a parlé tout à l'heure. Mais admettons que l'Union européenne paye pour le respirateur. Avec les 1 000 €, on va pouvoir faire du mailing, on va pouvoir faire des campagnes de communication. Et avec les 1 000 €, l'année prochaine, peut-être qu'on aura 10 000 €. Et avec 10 000 €, on peut abonder le fonds d'urgence, on peut abonder le fonds de formation et on peut abonder le fonds de recherche médicale. Et c'est ça l'autonomie financière. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut créer des dons personnels, c'est-à-dire des dons qui ne sont pas des dons humanitaires. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec vous aujourd'hui. C'est important que vous relayez aussi ça. Je pense que la notoriété elle va se faire aussi par le fait que chacun peut devenir un ambassadeur. Quand on parlait tout à l'heure de la capacité à aider, il y a donner, il y a travailler avec Alima, il y a aussi parler d'Alima, je pense, et relayer ces messages-là parce que là, c'est très important qu'on développe une communauté autour de. Exactement. Là, on est 50 sur le webinar aujourd'hui. Et ben, l'année prochaine, il faut qu'on soit 500. Exactement. Beau challenge. Beau challenge. Il y avait une question sur les coordinations. Éventuellement, on arrive à peu près au terme de notre session, mais il y a une petite question sur les coordinations avec d'autres ONG
type MSF ou Médecins du Monde. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette question pour expliquer si vous agissez justement en coordination ou en parallèle? Ouais, je peux le faire. Vas-y, oui, on se coordonne vraiment très très bien, surtout avec MSF et Médecins du Monde, parce que c'est vraiment, on va dire, la famille élargie. Par exemple, on s'approvisionne, nous, chez les mêmes fournisseurs, la centrale d'achat de médicaments humanitaires de MSF, une de celles qui est en Belgique. On est en coordination en permanence dans les équipes sur le terrain. C'est très rare. Alors, je sais qu'on a parfois l'image de problèmes de coordination d'ONG quand on voit dans les grandes crises médiatiques, mais 99% du temps, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir d'autres acteurs à côté de nous pour nous aider à répondre, et on est plutôt débordé qu'avec des problèmes de coordination. Donc, en général, ça se passe vraiment très bien. Ouais, exactement. Je crois encore une fois, il ne faut pas se tromper de débat, hein, parce qu'il y a de la place pour plusieurs acteurs. Hein, comme dit Guillaume, c'est plutôt le manque sur les analyses contextuelles, ou sur les ressources, sur les terrains d'intervention. C'est relativement facile de se partager les zones géographiques dans la mesure où il y a des besoins qui sont plus grands que nos capacités. Donc, il faut plutôt le voir dans ce sens-là, je pense. On arrive au terme de notre webinaire. Il y a une petite question un peu perfide qui est: quelle est la meilleure école de commerce entre l'ESCP, l'EDEC et l'ESSER? Alors, je vais prendre la réponse pour moi. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on compare le réseau d'alumni, et Stéphanie et Eva me démentiront. On n'est plus du tout en compétition. On n'est pas en prépa, on n'est pas en train de passer un concours. On est dans une logique où chacun essaie de contribuer. Et ces actions de solidarité, je trouve qu'elles sont vraiment le reflet, et le fait qu'on ait fait quelque chose en commun est le reflet de cette logique-là. Et je tiens à saluer justement toutes les deux, hein, Eva et Stéphanie, par rapport à cette logique-là, parce qu'on la défend au quotidien, et il y a beaucoup de choses sur d'autres plans qu'on partage très régulièrement, et dans un esprit constructif et pas d'une compétition. Donc c'est beau à voir, parce que on s'en doute pas du tout quand on sort de prépa, et on garde souvent cet esprit-là de corps, mais c'est un bel exemple. Voilà, je voulais vous remercier beaucoup tous pour votre participation, et comme le résume le docteur Richard Cogent, qui est le président d'Alima, si le virus peut s'attaquer à tout le monde peut s'attaquer au virus. Nous avons encore besoin de vous pour donner de l'oxygène et pour sauver des vies. Tout le monde a besoin d'oxygène, tout le monde peut aider. Donc, merci aux intervenants, merci à tous pour votre mobilisation, à vous tous qui avez participé à ce webinaire, et merci également pour vos dons d'avance, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Martin pour la modération. Merci Martin. À très bientôt. Okay.